Bonsoir Dominique de Villepin. Bonsoir. Merci d'être l'invité de BFM TV. Vous êtes bien sûr ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, président de République solidaire. Alors, Barack Obama est le seul dirigeant occidental à avoir survécu à la crise. Pourquoi lui? Pourquoi pas d'autres? Je pense à l'ancien président français, par exemple. Je crois qu'il y a deux raisons. Il y a le talent personnel de Barack Obama. Il y a le choix tactique et stratégique qui a été le sien pendant la campagne, qui n'a pas toujours été bien compris. On a souvent pensé qu'il ne se révélait pas assez flamboyant au bon moment, et en particulier lors du premier débat télévisé. Je crois que c'est cette stratégie d'un relatif effacement, d'une relative humilité dans une période de crise qui lui a permis de capitaliser sur ses bons points. Et ses bons points, c'est l'amélioration relative de l'emploi, la légère reprise de la croissance. Tout cela n'aurait pas été possible si nous avions eu pendant la campagne un Barack Obama haut de gamme, agressif et arrogant. Il a donc pris le contre-pied, il s'est mis un peu en réserve du personnage qu'il avait construit pendant les 4 années précédentes. Il y a une deuxième raison qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette élection, c'est le résultat du talent et des efforts de Barack Obama, c'est aussi le talent des Américains. Et c'est là où il y a une profonde différence avec la France et avec l'Europe. L'Amérique a choisi une voie d'équilibre qui rend possible aujourd'hui une réconciliation des Américains entre eux et qui est bien nécessaire. Ça s'annonce difficile. On parle. Très Regardez, difficile. les bourses ont chuté ce soir en disant que la société a l'air très divisée et que le Congrès allait être. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je vais y revenir. Ce sont les défis de cette deuxième présidence Obama. Mais le choix de la campagne et le choix de l'Amérique, c'est un choix d'équilibre. Il n'y a pas eu cette surenchère extrémiste, populiste, auquel nous assistons dans la plupart des campagnes électorales en Europe et que nous avons vu, y compris dans la campagne électorale française. Donc, de Nicolas Sarkozy. Du côté de Nicolas Sarkozy, mais clivant aussi à gauche. Quand on pointe du doigt les riches, on est aussi dans une logique qui vise à cliver davantage qu'à réconcilier. Barack Obama, et c'est très intéressant parce qu'il en a fait la synthèse dans son discours hier soir ou cette nuit, en marquant bien que c'était l'Amérique rassemblée. Que l'on soit hétérosexuel, que l'on soit homosexuel, que l'on soit blanc, que l'on soit noir, que l'on soit latino. C'est bien cette diversité dont il a réussi à faire sa force. Il est devenu l'avocat, pendant cette campagne, de cette diversité américaine, de ce talent américain, de cette richesse américaine. Ça, on doit en tenir compte, nous. C'est une leçon à tirer. Parce que les sociétés, nos sociétés aussi, elles évoluent dans ce sens, vous voulez dire? Nos sociétés évoluent dans ce sens. Pourquoi? Nous nous laissons manger par la peur. Aujourd'hui, nous sommes pétrifiés par la peur, nous sommes bloqués dans nos initiatives et dans ce contexte de peur, la tendance, c'est la surenchère, c'est le désordre, ce sont des mesures qui s'ajoutent les unes aux autres mais sans cohérence. Il y a une maîtrise dans ce que fait Barack Obama, avec un certain nombre de critiques qu'on peut lui adresser. Barack Obama, peut-être, ne décide pas assez. Il est indécis sur un certain nombre de sujets. Il doit davantage s'engager, je pense, au sujet intérieur comme au sujet de politique étrangère. Et deuxièmement, vous l'avez dit, c'est un pays paralysé sur le plan institutionnel, avec un Congrès qui est aujourd'hui difficilement gérable. La question, est-ce que les démocrates et est-ce que les républicains n'ont pas aujourd'hui un intérêt commun à tourner la page de la guérilla qu'ils ont livrée pendant les dernières années pour enfin engager un travail en commun? Ce sera à l'avantage, bien sûr, de Barack Obama, mais il ne peut pas se représenter. Ce sera donc aussi à l'avantage de celui qui sera le leader républicain dans les prochaines années. Imaginons que Paul Ryan soit le candidat républicain. Son intérêt, c'est de tendre la main. Son intérêt, c'est de se montrer en homme réaliste et en homme qui a le souci de l'intérêt général américain. Donc on voit bien qu'il y a des leçons à tirer. Deuxièmement, ne l'oublions pas, l'Amérique est divisée sur ses fondamentaux. Il y a l'Amérique des riches et l'Amérique des pauvres. Il y a l'Amérique des blancs et l'Amérique des minorités. Et on se rend compte que d'ici 20, 30 ans, il n'y aura plus que des minorités aux États-Unis. Il n'y aura plus de majorité. Et puis, il y a un conflit de génération qui se traduit par des incertitudes en matière d'éducation. C'est un grand enjeu pour les États-Unis quand on voit que les classes moyennes, en particulier, ne sont plus capables d'envoyer leurs enfants à l'université. Et c'est un grand enjeu pour la santé. Oui, mais nous avons vu au cours des dernières années, il y a cette fameuse phrase, ce fameux lapsus de Joe Biden disant que pendant 4 ans, eh bien, les classes moyennes ont été laminées. On ne saurait mieux dire. C'est pas la faute de Barack Obama, la crise est passée par là, mais c'est vrai que les classes moyennes souffrent
aux États-Unis. Sur le plan purement diplomatique, demain, est-ce que Barack Obama peut être plus audacieux, moins naïf dans certaines situations, plus entreprenant sur certains territoires? Est-ce qu'il faut le souhaiter pour nous, Européens? Alors, il a été d'une très grande prudence, voire même d'une très grande réserve. Il y a peu de sujets sur lesquels il s'est avancé. Il s'est concentré sur quelques priorités qui marquent bien que les États-Unis regardent vers l'Asie, regardent vers le Moyen-Orient, négligent l'Amérique latine et oublient l'Europe. Donc, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il y ait une sorte de rééquilibrage. Il faut souhaiter par ailleurs qu'il soit capable de faire des choix. Prenons 2 ou 3 dossiers emblématiques. L'Iran. L'Iran, qui mène la danse? Qui va mener la barque diplomatique et qui va mener l'action au cours des prochains mois? Est-ce que c'est Benjamin Netanyahou qui a posé les bases d'une position très dure et qui, vraisemblablement avec une nouvelle majorité, pourra être porteur d'une position très dure d'Israël? Ou est-ce que c'est Barack Obama qui, pour le moment, ne semble pas avoir beaucoup de marge de manœuvre, qui sera capable d'un sursaut et d'inventer une solution qui ne soit pas une intervention militaire? De la même façon, sur la Syrie, est-ce que nous sortirons de cette passivité occidentale, de cette incapacité à travailler avec la Ligue arabe, à faire avancer un certain nombre de solutions? Troisième exemple, c'est l'exemple du Mali. Est-ce que là aussi, il y aura une capacité à faire bouger les choses sans pour autant céder au mirage d'une intervention qui, à mon sens, ne ferait que compliquer les choses? Vous êtes contre une intervention, vous, au Mali, de toute façon? Une intervention dans laquelle les Occidentaux seraient à terre, en tout cas. Oui, bien sûr. Puis surtout, une intervention dans laquelle les conditions ne seraient pas réunies. Aller intervenir au Mali sans un très fort engagement de l'Algérie, de la Mauritanie, de pays comme le Burkina Faso qui servent de médiateur dans cette affaire, sans avoir rassemblé toutes les forces, y compris Ansar al-Din, qui est l'un des mouvements qui est aujourd'hui engagé dans le nord du pays, y compris avec le soutien des Touaregs, c'est prendre le risque véritablement d'un nouvel enlisement, d'une nouvelle Somalie et sans doute de conséquences en termes de violence, de terrorisme beaucoup plus grandes. Vous savez, il n'y a pas d'intervention occidentale réussie dans les dernières années et même dans les dernières décennies. Il n'y a eu aucune intervention réussie. Alors avant de faire la guerre, eh bien essayons d'utiliser toutes les ressources de la diplomatie, toutes les ressources de l'ONU qui de parle là. Comment juge-t-il la politique étrangère de Laurent Fabius et de François Hollande? Ils ont pris position sur un certain nombre de dossiers avec la volonté de faire avancer les choses, parfois discrètement. Je salue pour ma part le fait que, contrairement à d'autres pays, nous essayons quand même de faire bouger les lignes en Syrie. Une action humanitaire engagée sur le terrain, un ambassadeur qui essaye d'être présent et de faire bouger les lignes. Il y a la volonté d'avancer. Malheureusement, nous ne sommes pas capables de rassembler suffisamment, et la France seule ne peut pas le faire, et c'est là où nous avons besoin des Européens, nous avons besoin des Américains, mais il faudrait avoir aussi le soutien des Russes et d'autres pour changer la donne diplomatique. Je pense qu'il faut travailler davantage en liaison avec les pays du Moyen-Orient, je pense en particulier avec la Ligue arabe, et je pense aussi qu'il faut prendre plus de risques, y compris sur le plan du verbe, y compris sur le plan des propositions, pour essayer de faire bouger les lignes. Sur le plan économique, aujourd'hui, on a eu les prévisions de la Commission sur les taux de croissance, et notamment sur ceux de la France. À l'instant, Laurent Fabius disait notre objectif reste les 3% et reste les 0,8% de croissance. Vous y croyez? Je suis inquiet et j'ai du mal à y croire. Pour être franc avec vous, je pense que nous n'arriverons pas à enrayer le chômage dans l'année, comme cela a été promis. Nous ne satisferons pas l'objectif des 3%. Et je crains que la politique qui soit menée ne prenne pas en compte la gravité de la situation. Y compris après le pacte pour la compétitivité présenté par Jean-Marc Ayrault. Je salue pour ma part, parce que c'est vrai que c'est courageux de prendre des orientations aussi différentes de celles qui sont traditionnellement celles du Parti socialiste, y compris celles qui ont été prises dans la campagne. C'est vrai que augmenter la TVA alors qu'on avait dit qu'on ferait l'inverse, c'est... Vos amis, certains de vos amis à l'UMP, enfin vous n'êtes plus à l'UMP, mais je veux dire, certains le dénoncent, mais vous dites c'est pas mal. Non, mais oui, parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire. Moi je l'ai proposé depuis maintenant très longtemps. Je pense que de la même façon que de vouloir réduire les déficits et de réduire la dépense publique, c'est aussi une très bonne chose. Donc, les axes choisis me paraissent bons, mais est-ce qu'il faut construire une usine à gaz comme le crédit d'impôt pour régler les problèmes? Est-ce qu'il faut attendre si longtemps, 2014, pour mettre en œuvre l'ensemble de ce plan?
j'ai peur que tout ça ne prenne pas en compte les urgences, les priorités et les nécessités qui sont indispensables pour redresser le pays. Par ailleurs, et c'est non pas ma principale critique, mais ma principale inquiétude, chaque pays en Europe agit seul. Il n'y a pas à l'échelle de l'Europe de salut individuel. Nous voyons bien que ce pacte de compétitivité, dans le fond, c'est la relance d'une guerre économique en Europe, et en particulier entre la France et l'Allemagne. Les positions que gagnera la France sont les positions que perdra l'Allemagne. Donc, nous devrions nous concerter, pour bâtir un chemin de réduction des déficits, aller vers les 3%, mais sur une durée plus longue. Nous ne le ferons pas en 2013. 2, bâtir un modèle économique, social, fiscal qui soit davantage convergent et qui nous sorte de cette concurrence entre Européens pour gagner des marchés au-delà de l'Europe. Je suis désolée de vous ramener à quelque chose peut-être de plus trivial. La bataille Fillon-Copé, vous avez soutenu Jean-François Copé, qui était votre ministre aujourd'hui. Non, j'ai dit, parce que je ne me mêle pas de ce qui se passe à l'intérieur du ULP, ne votant pas moi-même dans cette élection. Ce que j'ai dit, c'est mon expérience. Mon expérience, c'est les qualités d'un Jean-François Copé, ministre du budget, qualité de proposition, qualité d'imagination. Valérie Pécresse dit aujourd'hui que Jean-François Copé parle de réforme, il n'en a jamais fait. Non, c'est pas vrai. Jean-François Copé a mis en œuvre les audits au ministère du Budget. Il n'a pas cessé, quand il était ministre dans mon gouvernement, de multiplier les propositions pour essayer de sortir notre pays de la crise et en particulier réduire la dette. Il l'a d'ailleurs très bien fait avec Thierry Breton. N'oublions pas que c'est dans cette période 2005-2007 que nous avons marqué les points pour la première fois face au chômage. Formidable réduction du chômage et réduction des déficits, réduction de la dette. Il peut gagner, Jean-François Copé ? Ça, écoutez, les militants le diront, il y a un mystère dans cette élection, c'est qu'il y a 100 000 votants, personne ne sait très bien qui ils sont, mais manifestement, ils se décideront, nous en saurons plus le 18 novembre, qui est une date qui, pour ma part, m'émeut. Juste un mot sur le mariage gay, vous avez dit pendant la campagne que vous y étiez favorable. Il a été adopté en Conseil des ministres aujourd'hui, vous y êtes favorable. Je suis favorable pour l'égalité des droits à une nuance près, qui est de taille, c'est que je ne suis pas favorable à l'adoption. Je crois qu'on doit donner un statut particulier, le statut de beau-parent par exemple, dans le cadre d'une union gay, mais que l'adoption, c'est franchir un pas qui me paraît aujourd'hui tout à fait prématuré. Dans les réformes de société, prenons en compte les mentalités, les mœurs, les préoccupations des uns et des autres. Évitons de diviser la société française, c'est un leitmotiv. Si nous voulons avancer, nous devons être ensemble, nous devons être réconciliés, on ne doit donc pas brusquer les choses. Que pensez-vous de Serge Dassault qui a dit ce matin, il n'y a plus de renouvellement de la population, à quoi ça rime? On veut un pays d'homo, dans 10 ans, il n'y a plus personne. C'est stupide, regardez dans l'histoire, la Grèce, c'est une des raisons de sa décadence. Mon Dieu. Vous condamnez? Il n'y a même pas à condamner. Écoutez, Serge Dassault donne son sentiment personnel. Ça n'engage que lui. Merci beaucoup. Merci Dominique de Villepin d'être venu sur le plateau de BFM TV. Dans un instant, c'est Thomas Misraki pour le 20h et l'invité de Thomas avec Olivier Mazeral et moi-même, Hubert Védrine, un autre ancien ministre des Affaires étrangères.